attendez bien, s'il vous plaît, pour commencer. Bienvenue dans ce cours gratuit où ce soir, Cassandre va se charger de vous donner un petit cours de motivation. On espère que vous êtes toutes et tous admissibles ce soir. Peut-être dites-nous dans le chat si vous attendez vos résultats, si vous avez déjà eu vos résultats. Dites-nous où vous en êtes, sur quelle académie vous avez passé le concours pour qu'on sache un petit peu à qui on s'adresse ce soir quand même. Pour qu'on puisse vous motiver au mieux pour ces épreuves orales qui arrivent. Cassandre, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est conseillère pédagogique. Elle enseigne depuis 13 ans, je crois. Très longtemps. Très longtemps. Et elle est spécialiste de la maternelle aussi. Et voilà, ce soir, elle vous retrouve pour un petit cours sur la motivation. Et je vous laisse entre ses mains avisées. Bon live! Bonsoir à tous. Voilà, je suis Cassandre Nadjar, je suis professeure chez Vocation CRPE depuis pas mal de temps. Alors, je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont admissibles, d'autres qui attendent leurs résultats. Alors, je croise les doigts pour vous. Et puis, peut-être parmi vous, vous êtes certains à vous poser la question de passer le concours ou même de vous inscrire chez Vocation CRPE. Donc, j'espère que ce cours gratuit aujourd'hui va vous convaincre que nous sommes des professeurs expérimentés, passionnés. Et donc, le cours de ce soir, j'espère, va vous intéresser. Académie du Dijon, vous faites le tour de la France. Là, ça me fait rêver. Bon. Oui, non, ne lâchez rien, comme dit Mélina, l'avenir est proche, là, les résultats sont proches, la dernière ligne droite va être assez intense avec les oraux. Alors, le cours de ce soir, sur la motivation, alors on appelle motivation au CRPE, mais au final, ce cours va vous faire des apports un peu divers et c'est ce qui m'a amusée en le préparant. Vous dites peut-être que c'est, pour ceux qui connaissent le concours, en lien avec la partie liée à la motivation, mais pas que. En fait, j'ai souhaité vous apporter davantage d'informations sur la motivation en général, afin que vous en ressortiez avec des connaissances sur le CRPE, sur la classe et peut-être même un petit peu sur vous-même. Alors, pour ce qui est du sommaire, on va d'abord, en quelques slides, balayer ce concept de motivation. Alors, j'ai moi-même fait il y a quelques temps, je me suis offert un master de formation de formateur qui m'a remis au clair avec certains des concepts qui sont en lien avec les sciences de l'éducation. Donc, je suis ravie de pouvoir partager quelques éléments avec vous ce soir à ce niveau-là parce que un professeur des écoles, que ce soit en français, en mathématiques, mais également sur les théories de l'apprentissage et ce qui fait que les élèves apprennent mieux, la motivation en fait partie. Il faut être un petit peu en connaissance de tout cela. Alors, bien sûr, ce cours va survoler ces éléments-là et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous documenter davantage. Mais j'ai essayé en tout cas d'être assez exhaustive. Ensuite, je vais vous faire quelques apports sur comment soutenir la motivation des élèves. Et là, ça va nous permettre de faire du lien avec la classe en général, mais également l'épreuve de leçon. Quand vous allez au niveau de l'oral construire votre leçon de français ou de mathématiques, ça peut être intéressant pour vous d'évoquer la motivation des élèves, ce qui va générer chez vous certains gestes professionnels qu'il sera important de souligner et que vous pourrez lier avec le fait de maintenir la motivation des élèves pendant la séance. Bon, je vois qu'il y en a qui attendent beaucoup, je regarde les réponses. Ensuite, je vous ferai quelques apports, mais très courts parce que j'avais fait une vidéo sur comment organiser ces révisions que je vous invite à regarder si vous vous projetez pour l'année prochaine. Comment soutenir sa propre motivation durant les révisions et quelque part pour la dernière ligne droite pour certains. Et enfin, comment mettre ces principes en œuvre dans les épreuves du CRPE, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, j'essaye de rester à l'affût. Alors, ce fameux concept de motivation, le voilà. Alors,
de quoi on parle quand on parle de motivation, en fait? Bah, c'est vraiment, il faut se poser la question d'une manière générale sur qu'est-ce qui anime notre fonctionnement au quotidien. Donc, l'être humain, vous avez peut-être entendu parler de la pyramide de Maslow, il a des besoins basiques, en fait, qui vont vraiment avoir une forte influence sur sa vie de tous les jours, sur comment il fonctionne, comment il vit, ses relations avec lui-même, avec les autres, ses relations intrapersonnelles, interpersonnelles. Et ça, c'est vraiment en lien avec la motivation. Cette fameuse pyramide de Maslow, je reviendrai dessus dans la partie en classe, elle part de besoins qui sont très basiques, physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, et puis petit à petit, quand on monte dans cette pyramide, eh bien, ça évoque le besoin d'estime de soi, d'estime par les autres et d'accomplissement de soi. Donc, vous voyez, tous ces besoins, eh bien, ils doivent, les enfants, et puis tous les êtres humains d'ailleurs, doivent être contentés pour qu'on se sente bien. Et à partir du moment où on se sent bien, on a plus de chances, évidemment, d'avoir de la motivation à faire les choses. Le sentiment de compétence aussi, c'est très important, c'est un besoin fondamental. Avoir besoin de reconnaître sa propre compétence et qu'elle soit reconnue par les autres. Et vous voyez, je vais partager avec vous un élément quand je visite des enseignants débutants sur le terrain, puisque ça fait partie de mon travail, vu que je suis conseillère pédagogique. Eh bien, il est important pour tout bon formateur de souligner les réussites des enseignants qui débutent. Des fois, elles sont toutes petites parce que, bien évidemment, vous débutez. Mais c'est important de reconnaître les personnes dans leur métier, dans leur premier pas dans leur métier, pour qu'ils se projettent dans le fait de faire des efforts supplémentaires pour développer ses compétences. Donc voilà, ça c'est des premières généralités. Hop, j'avance. Voilà. Alors, la définition de ce qu'on appelle le concept de motivation, ça correspond à deux forces. Les forces internes et les forces externes. C'est ce qu'on voit à l'écran avec un petit personnage qui a des étoiles en lui et puis des étoiles qui sont autour de lui. Et ces forces qui sont donc internes et externes, elles vont en fait soutenir le déclenchement de la motivation, la direction de la motivation, c'est-à-dire vers quoi je dirige ma motivation, l'intensité de la motivation, est-ce que ça va être une motivation forte, légère, très petite ou normale, et la persistance du comportement, la persistance de la motivation chez l'élève. Et cette persistance, elle est importante parce que souvent on pense au lancement dans les séances, par exemple, et on va motiver avec un projet, avec quelque chose qui motive les enfants au départ. Et puis, au cours de la séance ou au cours du projet, quand ça dure plus longtemps, ou même au cours de la séquence, on ne fait pas bien attention à ranimer cette motivation. Et ça se voit dans la classe, les élèves ne font plus très attention, sont moins engagés dans la tâche. Et voilà, ça c'est vraiment le cœur de cette problématique de la motivation. Ce n'est pas tant que ça, le déclenchement, c'est vraiment l'intensité, je dirais, et faire persister cette motivation. Vous avez peut-être dû le sentir pour celles et ceux qui en sont à avoir bien avancé dans le CRPE. Au départ, on est très motivé, puis il y a des moments où on a l'impression qu'on baisse les bras. Et c'est lié à ces forces internes ou externes, justement, qu'on va évoquer. Alors, bien évidemment, pourquoi je partage avec vous ces principes? C'est parce que c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour favoriser la motivation, que ce soit pour soi-même, pour ses proches ou dans son métier, et donc en l'occurrence en classe. Donc la motivation scolaire, on va dire que c'est un ensemble de choses, un ensemble de déterminants qui vont amener les élèves à s'engager dans le processus d'apprentissage, à adopter certains comportements qui vont le conduire vers la réalisation de ses objectifs. Et vous voyez, j'ai mis du jaune, hein, le fait de persévérer devant les difficultés. Et c'est vrai que si face à la difficulté, on pourrait avoir tendance à faire à la place, on peut faire ça avec nos propres enfants par exemple, quelque part, ça n'apprend pas à persévérer devant les difficultés. La motivation scolaire, elle est vraiment basée sur quelque chose de très important qu'il faut que vous ayez en tête pour votre métier plus tard.
C'est des croyances sur l'apprentissage et sur ses capacités. Je ne vais pas rentrer trop là maintenant, j'ai une slide là-dessus, mais ces croyances, elles sont vraiment importantes sur le fait de se sentir compétent, sur des choses qui sont peut-être, qu'on croit impossibles pour soi. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi les enfants, les élèves dans les classes se désengagent parce qu'ils ont des fortes croyances et des valeurs qu'on peut porter, les valeurs qui sont en lien avec l'école, les matières, les tâches, les buts. Vous voyez, par exemple, quand souvent, les personnes qui s'engagent dans le métier de professeur des écoles, ils sont souvent, en général, ils ont un cursus littéraire et les mathématiques, ce n'est pas quelque chose que vous avez nécessairement porté dans votre cœur tout au long de votre apprentissage scolaire. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut transmettre, ça, le fait d'avoir peut-être eu des difficultés en maths, voilà, que ce n'était pas une matière qu'on préférait. Et ça va être, voilà, clairement, quand on dit mathématiques à bon nombre de personnes, eh bien, on sent quelque chose de négatif. Et ça, c'est des croyances. Les mathématiques, quand on s'y engage correctement, ce n'est pas plus difficile que le français. Voilà. Et donc, pourquoi je mets cette super maîtresse, super maître, hein, parce que j'imagine qu'il y a des garçons, mais j'ai trouvé que cette petite image sur Internet que j'ai trouvée rigolote, parce que c'est vous, en tant que futur enseignant, qui avez les clés pour combattre ces mauvaises croyances que les élèves peuvent avoir sur eux-mêmes. La relation avec les familles va être très importante, hein. Il se peut que vous rencontriez des parents d'élèves qui eux-mêmes ont des croyances sur l'école négatives. Ils peuvent même avoir l'impression, projeter des difficultés qu'ils ont eues, eux, sur leurs propres enfants et se dire, de toute façon, nous, on a toujours été mauvais en maths, donc lui aussi, il est mauvais en maths. Et donc, voilà, le fait d'avoir connaissance, c'est pour ça qu'il faut, en tant qu'enseignant, et vous voyez, c'est pour ça que moi, j'ai refait un master dernièrement, c'est que je pense qu'il faut toujours se former, être curieux de tout ce qui est lié au processus d'apprentissage pour pouvoir avoir les comportements adaptés par rapport à ces situations et arrêter de déplacer, enfin d'amener soi-même de mauvaises croyances. Alors, comprendre encore la motivation pour la favoriser. Il y a 3 choses un petit peu, voilà, c'est des éléments de théorie. La perception de compétence, je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est le fait c'est son propre regard sur soi. On peut penser directement, certains enfants peuvent penser directement qu'ils ne vont pas être compétents pour une tâche. Donc voilà, ça va être quelque chose sur lequel on doit être vigilant. La perception de la valeur, c'est important par rapport à nos élèves, eh bien, de leur expliquer quand on fait une tâche qu'on n'est pas dans le faire. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre en jouant à ce jeu? Et à quoi ça sert de jouer à ce jeu? À quoi ça sert de frapper des syllabes? À quoi ça sert de s'entraîner avec des activités graphiques? Et c'est important pour les élèves de leur rappeler systématiquement les buts de la tâche. Et c'est pour ça que je vous ai mis, hein, vous aurez le diaporama par la suite. Je vous invite à vous documenter fortement sur l'enseignement explicite. Voilà, ce sont des éléments théoriques, mais très compréhensibles, qui vous permettent de proposer des lancements de séances et des bilans de séances qui sont tout à fait adaptés pour justement permettre aux élèves de comprendre tous ces éléments qui vont soutenir leur motivation. La contrôlabilité également, c'est important pour les élèves de comprendre qu'il peut, je dis les élèves, mais tout ça est bon aussi pour les adultes, hein. La perception qu'il y a un degré de contrôle, c'est-à-dire c'est important pour les élèves d'avoir du choix, d'avoir la possibilité de faire des choix dans une journée de travail à l'école. C'est la raison pour laquelle il y a un grand courant lié à la classe flexible qui s'est développé. Et la classe flexible, j'en parlais encore avec Audic, maîtresse qui est une Instagrammeuse assez connue et qui est dans mon département. Elle fait beaucoup de classes flexibles et elle me disait encore, on pense que la classe flexible, c'est des ballons. Et des ballons, moins de table, des choses jolies dans la classe. Non, pas du tout. En priorité, la classe flexible, c'est penser l'enseignement différemment. Et c'est rendre acteurs les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont être autonomes dans un certain nombre de choix d'activités d'apprentissage avec des programmes de travail, des plans de travail pour certains.
avec bien sûr des séances dirigées par l'enseignante, hein, les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Mais voilà, quand les élèves ont le choix, ils ont l'impression d'avoir un contrôle et ça nourrit le sentiment de motivation. Alors, une chose aussi sur laquelle je ne pouvais pas voilà, faire l'impasse, c'est la notion de motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors, bien évidemment, hein, on se rappelle tout à l'heure de mes petites images avec les petits personnages avec une étoile dans soi et des étoiles autour. Vous imaginez bien que la motivation intrinsèque qui vient de soi, qui est à l'intérieur de soi, elle a plus de pouvoir, on va dire, que la motivation extrinsèque. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fonctionne dans sa classe avec un système de récompense, les fameux bons points, par exemple, eh bien, ça n'a pas de… ça a un impact plutôt négatif, hein, comme c'est écrit, hein, on le voit. Alors, ce n'est pas moi qui dis tout ça, hein, vous voyez, il y a quand je mets des choses entre parenthèses, c'est des recherches, des chercheurs hein, qui ont prouvé ces choses-là. Vous pouvez les retrouver après sur Internet. Alors, je vous invite quand vous voulez vérifier une information, à aller sur Google Scholar. Et là, vous avez vraiment des informations fiables avec des productions de recherche. Et donc, quand on nourrit les enfants, les élèves avec des récompenses extérieures, eh bien, petit à petit, pardon, on abîme leur motivation intrinsèque. J'ai pris mon petit verre d'eau. Pardonnez-moi. Donc voilà, il faut plutôt amener les enfants à développer cette motivation intrinsèque grâce à des défis, à les rendre curieux sur le travail apporté, le fameux contrôle, c'est-à-dire du choix, par exemple, et un peu de fantaisie, pourquoi pas. Dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et extrinsèque, il y a des degrés. Il y a le fait d'être amotivé, c'est-à-dire d'avoir aucune motivation. Et vous voyez, là, il y a tout un pan, tout un développement de la motivation jusqu'à arriver à la motivation intrinsèque. Et je vous ferai faire un petit sondage sur la fin pour essayer avec des exemples concrets, essayer de voir où vous en êtes vous-même de votre propre motivation à passer ce concours. Ah bah, je peux prendre le relais. Non, ça va, je te remercie, Mélina. J'ai mon verre d'eau, je m'en doutais. Alors, la motivation des élèves, donc cette fameuse motivation. Premier petit sondage, à votre avis, après tout ce que je viens de vous dire, un enseignant, est-ce qu'il peut avoir un impact sur les forces internes, sur les forces externes à l'élève ou sur les deux? Alors, je vais lancer le sondage. Hop. Vous devriez le voir apparaître. Hop, je le lance. Vous allez pouvoir cliquer et je vais voir, vous allez pouvoir le voir normalement, peut-être pas tous, ceux qui sont sur des téléphones, vous ne pouvez peut-être pas. Alors pour l'instant, vous êtes tous à me dire les deux. Je crois qu'il était un petit peu trop facile. Alors une chose importante pour soutenir la motivation, c'est de proposer des tâches qui ne soient pas trop faciles ni trop difficiles. Ça, vous devez connaître, si vous êtes avancé dans vos révisions, la ZPD, la zone proximale de développement. Les tâches qu'on propose doivent être dans une zone qui soit suffisamment inconfortable pour susciter la réflexion, la curiosité et l'engagement dans la tâche, mais pas trop dur non plus, ni trop facile. Donc, celui-là a été assez simple. Oui, parce que vous avez bien compris qu'en effet, eh bien, pour être un super maître-maîtresse, il était nécessaire et tout à fait possible d'intervenir eh bien, sur les deux forces. Évidemment, sur les forces internes, hein, rappelez-vous tout à l'heure, c'est sur les croyances. Donc, voilà, quand on voit un enfant qui est démotivé, en lui parlant, en leur donnant confiance en lui, en soulignant ses réussites, on parle souvent d'évaluation positive. Je pourrais faire une vidéo sur l'évaluation positive. L'évaluation positive, bien, c'est expliquer à l'élève, à chaque fois qu'il réussit quelque chose, ce qu'il a réussi, et pas souligner ses erreurs, souligner ce qu'il n'a pas réussi. Voilà, aujourd'hui, tu as réussi à encadrer 3 nombres. Peut-être que vous en attendiez 5, 6, mais en tout cas, aujourd'hui, il en a réussi 3. Et on lui dit que demain, avec de l'aide, il réussira à en encadrer 4 ou 5. Donc ça, voilà, on va influencer les forces internes et les forces externes.
là, c'est tout ce qu'on va pouvoir proposer à l'élève, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les types de tâches, de situations d'apprentissage que vous proposez aux élèves qui vont motiver, qui vont les motiver, les défis, les projets sont extrêmement porteurs. Je dis souvent, là, je fais passer chez Vocation CRPE en ce moment des oraux blancs. Et je dis toujours, essayez, en tout cas en français, de toujours essayer vraiment le plus possible, que ce soit en maternelle, en cycle 2, en cycle 1, en cycle 2, en cycle 3, d'inscrire votre leçon dans un projet. Ce n'est pas très difficile de trouver une idée de projet, il faut qu'il soit porteur de sens. Il faut que ça soit un projet où on comprend que c'est venu des élèves. Il faut qu'il y ait un destinataire. Il faut qu'il y ait un produit fini, un produit individuel ou un produit collectif. Ça peut être un livre collectif, un livre individuel, une exposition, ça c'est un projet aussi. Et donc grâce à ce projet, il y a un vrai sens. Et une des séances, la séance que vous avez proposée le jour du concours, eh bien, c'est un petit bout de ce projet. Ça va être, par exemple, de rédiger la lettre d'invitation destinée aux parents pour les inviter à l'exposition. Ou ça va être rédiger des légendes sous les photos que vous avez prises sur l'exposition sur un élevage. Ou ça va être, bien évidemment, de produire un poème, de faire une production d'écrit, un poème, parce que vous allez vous réaliser un recueil des poèmes de la classe qui va être lu à une autre classe. Vous voyez, il y a tout de suite un destinataire. Et c'est un projet parce que voilà, il y a une réalisation, il y a un destinataire et il y a également plusieurs domaines qui se croisent à l'intérieur de ce projet parce que pour construire ce livre, ces affiches, eh bien, je vais avoir besoin du domaine des arts pour faire les fonds, pour voilà, faire rendre cette exposition ou cet arbre ou cet arbre ou ce livre eh bien, plaisant à regarder. Alors, on va rentrer un peu plus loin sur cette motivation des élèves. Alors là, je vous ai mis voilà, on va dire une espèce de définition que j'ai trouvée sur Internet, toute simple, sur quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, cette attribution causale qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est ces fameuses croyances dont je vous parlais. Je vous laisse là en prendre connaissance tranquillement. Mais en tout cas, c'est issu de la psychologie, une théorie de la psychologie qui est tout à fait valable, en lien avec la psychologie sociale. Et c'est le fait que les individus ont des croyances qui sont en lien avec leur propre comportement et celui des autres. Alors, quand c'est en classe, ça peut être un vrai problème parce que vous allez voir, on a parfois des croyances. Il y a des enfants qui croient, si je réussis ou si j'échoue, c'est parce que voilà, c'est par rapport à l'aide qu'on m'a apportée, c'est parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que c'était facile, c'est parce que je suis habile à la tâche, parce que je suis intelligente, c'est parce que j'ai fait des efforts, c'est parce que la maîtresse m'aime bien ou le maître m'aime bien. Ou alors au contraire, moi j'ai pas réussi parce que le prof il m'aime pas, ou selon l'humeur de l'enseignante. Et ça, c'est vraiment des éléments, on parlait des forces internes, c'est vraiment des éléments qui peuvent être dans la tête des élèves. Pour contrecarrer ça, un élément important, c'est le fameux enseignement explicite dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on explique aux élèves à quoi sert une tâche, comment on s'y prend, qu'est-ce qui va être difficile dans cette tâche, tout ça peut être dans votre lancement de séance. De quoi je vais avoir besoin pour effectuer cette tâche, pour aller au bout de mon apprentissage, où est-ce que je peux trouver de l'aide dans la classe? Et là, tout devient plus clair en fait. À partir du moment où vous avez un enseignement explicite au niveau des élèves, eh bien, ils ne vont plus faire de suppositions acadabrantesques. Ils ne vont pas, comme je le disais là, imaginer que c'est de la chance ou avoir l'impression que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Non, non, pas du tout. Ils vont pouvoir mettre des mots sur les différentes étapes qu'ils ont utilisées, qu'ils ont parcourues pour atteindre la fin de la séance et réaliser l'apprentissage qui était prévu initialement, pour lequel on aura explicité l'objectif d'apprentissage bien clair. À la fin de cette séance, vous serez capable de, et puis voilà, ça c'est très explicite, plus tout ce que je vous ai dit. Vraiment, documentez-vous sur l'enseignement explicite, c'est
très important si on vous demande à l'oral de clarifier vos lancements. C'est important hein, d'avoir un lancement et un bilan très explicite. Voilà, ça c'est d'autres attributions causales qu'on peut retrouver dans la tête des élèves. Les causes internes, je ne suis pas bon. Des causes externes, je suis chanceux. L'intelligence aussi, hein, ils ne croient pas que leurs efforts, que ce qu'ils produisent, certains ne croient pas que les efforts qu'ils produisent sont amènent à la réussite de la tâche. Ils mettent d'autres choses derrière, hein, comme je viens de vous faire une liste non exhaustive. Donc, c'est vraiment important. C'est votre rôle, c'est le rôle des enseignants de leur expliquer maintenant que l'apprentissage est ce qu'ils ont réussi à la fin, hein, quand je vous parlais d'évaluation positive, et d'être très explicite dans les procédures qu'ils ont fournies, les efforts qu'ils ont fournis et les efforts qu'ils pourront fournir demain grâce à un étayage différent pour les mettre en réussite davantage encore. Voilà. Plus on comprend le processus d'apprentissage, moins on attribue à des forces externes les réussites ou les échecs, plus on prend conscience de ce dont on est capable et plus on est motivé. Voilà, la perception qu'un élève a de son efficacité est un meilleur indicateur que l'intelligence pour déterminer la réussite dans une tâche. Et donc, une piste d'intervention, c'est de faire vivre des succès à l'élève où il pourra attribuer son succès à ses efforts. Donc, on parlait de la ZPD et c'est pour ça qu'on parle souvent de différenciation. Hein, ça fait partie du référentiel de professeur des écoles, d'adapter son enseignement à la diversité des élèves, de prévoir des éléments de différenciation. Donc ça, mesdames, messieurs, quand vous allez prévoir vos séances d'apprentissage, votre leçon de français, de mathématiques et même votre séance de PS, mais préparez-vous une petite feuille avec des éléments de différenciation. Parce que cette différenciation va permettre aux élèves d'être dans une réussite. Vous n'allez pas leur proposer, vous allez leur proposer une tâche réadaptée par rapport à leurs difficultés et donc ils vont être en réussite. On veut faire réussir nos élèves. Un autre exemple, c'est de proposer des évaluations qui sont complètement différentes des séances qu'on a proposées jusque-là. On travaille sur l'histoire, la géographie, les mathématiques. On a donné une série, on a proposé aux élèves une séquence avec des séances qui proposaient des exercices d'entraînement. Et puis tout à coup, à l'évaluation, c'est la même chose en termes d'objectifs d'apprentissage, mais à l'évaluation, on change la forme parce qu'on trouve une évaluation sur Internet qu'on trouve sympa et on met les élèves en difficulté. En évaluation, on propose exactement le même genre de tâches. On a parfois cette mauvaise représentation des évaluations parce qu'on sort de nos propres représentations du collège, du lycée, où peut-être les professeurs n'agissent pas de la même manière en tant que les professeurs des écoles, mais un professeur des écoles essaie que tous ses élèves réussissent à l'évaluation. Eh bien, merci. Il y en a qui commandent. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que l'étayage? Merci beaucoup, Mélina, de nous mettre la réponse. Voilà. Et quand on fait vivre des succès aux élèves, on est encore un super maître ou une super maîtresse et on agit sur ces fameuses forces internes qui sont fondamentales à la motivation. Alors, je vous disais tout à l'heure que la pyramide de Maslow pouvait se voir vraiment dans la salle de classe. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant sur l'ESP, ça s'appelle l'INSPE maintenant de Bretagne. Voilà, les différentes strates de cette pyramide sont détaillées avec des exemples en lien avec la classe. Donc, vous voyez, les besoins physiologiques, bien sûr. Alors, ça, c'est s'assurer que l'élève, il a mangé. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, notamment dans certains quartiers, en lien avec les cités éducatifs, par exemple, on propose dans les écoles maternelles et même élémentaires parfois des petits déjeuners parce qu'on veut s'assurer que tous les élèves n'ont pas faim, parce que quand on a faim, on ne peut pas se concentrer sur les tâches qu'on propose. Le besoin de sécurité, bien évidemment. Alors ça, sachez-le, quand vous allez être professeur des écoles, c'est un élément qu'on va, en tant que formateur sur le terrain, vérifier en priorité.
Est-ce que vos élèves sont en sécurité? Est-ce qu'ils sont, voilà, est-ce qu'ils ne se mettent pas en danger quand ils se déplacent dans les couloirs? Donc, vous, dans vos séances, par exemple d'EPS, c'est des éléments qu'il faudra faire attention de bien souligner, hein. N'hésitez pas à parler de la sécurité des élèves par rapport aux séances que vous allez construire en EPS. Le besoin d'appartenance, donc ça c'est important, vous voyez, c'est le fait de comprendre qu'on évolue au sein d'un groupe et de s'y sentir bien dans ce groupe. Donc c'est vrai que ce qui va favoriser ce besoin d'appartenance, par exemple, hein, ça va être de favoriser le travail du groupe dans sa classe. Alors, on ne fait pas du travail du groupe, c'est une modalité d'apprentissage, le travail de groupe. On ne fait pas du travail de groupe pour faire du travail de groupe. Il faut que ça soit proposé à juste titre. C'est intéressant, hein, de réfléchir des élèves dans le cadre d'une dictée négociée, par exemple, ou sur la révision d'un texte. Quand on fait de la production d'écrit, il y a une étape de révision qui est liée on appelle ça aussi la correction, mais maintenant, pour avoir le bon terme, c'est la révision du texte. C'est intéressant de les mettre en groupe, ou même dans la production d'écrit encore, c'est tout à fait pertinent de mettre les élèves en groupe dans la partie planification de l'écrit, c'est-à-dire l'étape où on réfléchit aux idées, à ce qu'on va écrire, à ce qu'on va produire. Donc ça peut être collectif, mais ça peut être aussi par groupe. Le besoin d'estime, donc vous voyez, ça c'est important que les élèves ressentent que ce besoin soit nourri. Donc ici, on donne des récompenses aux élèves qui le méritent. Alors, ces fameuses récompenses, attention, hein, ce n'est pas des récompenses par rapport au travail. Ça va être, par exemple, le fait d'être à l'école et d'avoir des droits supplémentaires quand on parvient à faire quelque chose dans le cadre d'un contrat. Par exemple, il y a des enfants qui, au niveau du comportement, ont des difficultés à avoir un comportement adapté dans la classe. Avec ces élèves-là, on différencie, hein, comme en français, en mathématiques, on va différencier, on ne va pas attendre la même chose que les autres, parce que c'est des élèves qui vont poser des soucis, plus particulièrement. Et donc, à eux, on va leur proposer un contrat de comportement, et plutôt que de donner des punitions, eh bien, on va essayer de favoriser l'acquisition de droits supplémentaires à partir du moment où il aura atteint une étape du contrat, par exemple. Et enfin, eh bien, le besoin de s'épanouir. Là, c'est l'idée de déléguer des tâches, de montrer aux élèves qu'ils sont aptes à résoudre des problèmes seuls, à choisir leurs tâches également, à choisir des activités en lien avec les différentes étapes d'apprentissage dans lesquelles ils sont. Et ça, je faisais référence à la classe flexible tout à l'heure, hein. Mais même en maternelle, hein, quand on partage sa classe, on appelle ça les ateliers, mais en fait, c'est une séance d'apprentissage que vous allez avoir avec vous, avec un petit groupe. C'est une leçon que vous allez mener avec vos 6 élèves. Les autres élèves vont être en autonomie. Il y a tout à fait une possibilité, les élèves peuvent être habitués à le faire, d'avoir un certain nombre d'activités d'entraînement, de réinvestissement qui leur sont proposées en autonomie durant le temps pendant lequel vous vous occupez de votre groupe d'élèves et que vous menez votre séance. Encore un petit conseil au passage pour celles et ceux qui en sont aux oraux. Pensez bien à vous faire une petite feuille aussi si vous êtes en maternelle ou même en élémentaire si vous proposez du travail en autonomie. Si vous dites « je prends un groupe d'élèves pendant que les autres sont en autonomie », que font ces autres élèves en autonomie? Il faut l'avoir prévu. Il faut y avoir réfléchi un moment quand même, parce qu'il y a de fortes chances que la question vous soit posée. Je regarde encore s'il y a des questions. Non. Alors, 10 conditions pour soutenir la motivation. Il faut que l'activité d'apprentissage soit signifiante aux yeux de l'élève. Donc, on se rappelle le projet. Hein. Un projet d'apprentissage, c'est très signifiant. Mais sinon, l'enseignement explicite, on apprend, on se lance dans cette séance d'apprentissage. On a comme objectif d'apprentissage tel élément parce que grâce à cela, vous allez pouvoir, et on donne du sens. Être diversifié et s'intégrer à d'autres activités. En effet, il est important de proposer dans le cadre d'une séquence, puisque, encore un autre petit conseil pour les oraux, vous allez avoir à préparer une leçon, une séance,
Ça s'appelle l'épreuve de leçon, mais sur le terrain, en fait, on appelle ça des séances d'apprentissage. Votre leçon, il va falloir l'inscrire dans une séquence. Et encore une autre petite feuille que vous aurez. Moi, je conseille aux candidats qui sont chez Vocation CRPE de couper leur feuille A4 en A5, la moitié d'un A4, d'en avoir plusieurs comme ça et d'avoir sous la main, pour pouvoir échanger avec le jury, d'avoir sous la main voilà, tous les éléments qui vont être en supplément de votre séance, de votre leçon. Donc, notamment, votre séance va s'inscrire dans une séquence. Une séquence, c'est une succession de séances pour lesquelles les objectifs d'apprentissage vont évoluer jusqu'à atteindre un objectif de séquence générale, qui est l'objectif général de la séquence. Alors, représenter un défi pour l'élève, donc voilà, c'est important de motiver les enfants, les élèves, alors en leur proposant des tâches suffisamment intéressantes, pas comme mon petit sondage bien trop facile tout à l'heure que j'aurais dû en fait vous proposer en amont, je me rends compte. Alors, pourquoi? Alors, Stélie, c'est ça? Alors, ça, faut faire comme vous voulez, hein. Moi, je trouve que vous allez garder, moi, le conseil que je donne, c'est de garder votre feuille format A4 pour votre introduction et votre conclusion que vous allez rédiger, mais d'avoir une feuille aussi A4 avec votre séance d'apprentissage que vous allez on va dire, écrire sur cette feuille, mais plutôt sous forme de tableau, comme une vraie séance d'apprentissage qu'on fait, les étapes. Voilà, il y a 5 étapes, on va dire, dans une séance d'apprentissage. Mais il y a tout un tas d'autres éléments, parce que je vous conseille vraiment de ne pas tout rédiger. Vous n'aurez pas le temps, sur le temps de préparation que vous avez pour préparer le français et les mathématiques, de tout rédiger. Donc, il vaut mieux avoir une feuille qui regroupe toute votre séance avec les étapes, les mots-clés pour que vous l'ayez bien en tête, et puis des petites feuilles A5 sur lesquelles vous allez écrire des compléments en fait. Par exemple, ça va vous permettre de voir si vous avez le temps en termes de gestion de votre temps de préparation. Voilà, vous savez que vous allez faire un lancement explicite, mais au départ, vous ne le mettez pas, vous mettez quelque chose de succinct. Et si vous avez du temps, vous prenez une petite feuille à côté, format A5, et c'est votre feuille sur le lancement. Une autre petite feuille sur la différenciation. Une autre feuille sur l'évaluation, pourquoi pas. Alors, les étapes d'une séance, c'est le lancement. Ensuite, on propose aux élèves une situation de recherche ou de découverte, où là, on les laisse tâtonner, on observe, on met des mots sur ce qu'ils sont en train de réaliser. Une mise en commun, on remet en commun ce tâtonnement, cette recherche qu'on a proposée aux élèves, ce qui va permettre aux élèves qui étaient en difficulté de prendre des informations. Et cette mise en commun va vous permettre également de proposer des étayages, des informations supplémentaires pour les élèves qui étaient en difficulté, pour ensuite les mettre dans une étape d'entraînement. Alors, ces mots-là, hein, sur les étapes, suivant les écoles, il n'y a pas toujours ces mêmes mots, mais en tout cas, ces étapes-là, on les retrouve, hein. Donc, une phase d'entraînement où on donne une tâche plutôt similaire à l'étape de recherche, mais en maternelle, ça peut être la même, hein, même. Puisque voilà, on peut bien sûr différencier selon les élèves, c'est-à-dire on se rend compte que des élèves étaient en difficulté pendant la phase de recherche, et bien on va faire évoluer la tâche qu'on leur propose, ou au contraire c'était trop simple pour certains, donc on va donner une difficulté supplémentaire. Et enfin, après la phase d'entraînement, une phase de synthèse ou d'institutionnalisation, c'est le moment où on fait le bilan de la séance et où on propose une institutionnalisation. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Voilà, on peut avoir une phase d'évaluation qui suit également. Ce n'est pas systématique, mais c'est possible. Une activité d'apprentissage doit être authentique, un engagement cognitif de l'élève, c'est-à-dire qu'il s'engage cognitivement. Si c'est trop simple, moi j'aime bien, quand je vois des séances d'apprentissage en classe, demander à l'enseignant, alors, qu'est-ce qu'il a vraiment appris, là, l'élève? Et parfois, on en convient tous les deux, en fait, il n'a rien appris. Il n'a rien appris de différent de d'habitude. Une séance d'apprentissage, on apprend quelque chose.
C'est pour ça que l'objectif d'apprentissage doit être très, 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 très précis. Je vous invite à faire un objectif d'apprentissage extrêmement précis. Ça permet aux élèves d'être motivés parce qu'ils comprennent vraiment ce que vous attendez d'eux et ce qu'ils vont apprendre. Précis, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je vais apprendre vraiment précisément à la fin de ma séance, qu'est-ce que j'aurais travaillé, qu'est-ce que j'aurais appris, à quoi je me serais entraînée, qu'est-ce que j'ai découvert. Responsabiliser les élèves en leur permettant de faire des choix, permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres, avoir un caractère interdisciplinaire, ça fonctionne bien. Et je refais encore le lien avec le projet. Comporter des consignes claires. Alors, un petit conseil encore, les consignes au maximum, c'est un verbe. S'il y a plusieurs verbes, c'est plusieurs consignes, c'est plusieurs étapes. Donc, faites attention. Ça, pour le coup, la consigne, vous pouvez la mettre dans votre feuille A4. Et attention, la consigne, ce n'est pas le lancement. La consigne fait partie du lancement, mais ce n'est pas le lancement de la séance, ce n'est pas le début de la séance. Quand je dis « vous devez souligner les verbes de cette phrase », c'est une consigne, mais ce n'est pas le lancement de ma séance. Mon lancement de ma séance, on va faire du lien avec les séances d'avant sur ce qu'est un verbe, on va rappeler comment on s'y prend pour repérer un verbe dans la phrase, à quoi ça sert de savoir quel est le verbe de la phrase. Voilà, tout ça fait partie du lancement. Et ensuite, on explique aux élèves qu'aujourd'hui, ils vont s'entraîner à repérer les phrases, les verbes dans un texte, par exemple. Lancement, situation de recherche, mise en commun, entraînement, synthèse, institutionnalisation. Tout à fait. Comporter des coureurs et se dérouler sur une période de temps suffisante. Il faut que ce soit ni trop court, ni trop long. Et d'ailleurs, il y a des projets qui sont parfois longs, et c'est possible. Et pour soutenir la motivation, les affichages sont très, très importants. On propose d'ailleurs même souvent, moi je propose de faire même une ligne du temps, de faire apparaître, si le projet dure 2 mois, de faire apparaître les jours du mois, d'y inscrire les étapes du projet. Comme ça, on voit vraiment le temps qui passe et on voit le projet avancer dans la période qui est concernée. Un projet également, je vois souvent des enseignants qui ont un projet mais qui font des rappels comme ça. Alors vous savez, on devait faire, on fait un livre pour les parents. Non, la première fois qu'on lance le projet, on fait une affiche avec les élèves, ça les motive, ils voient vraiment on leur demande alors, on va faire un livre pour les parents, alors de quoi on va avoir besoin et on note ce qu'ils nous disent. Et puis, s'ils nous disent des choses impossibles, par exemple, on va faire des feuilles d'or, et ben, on note feuilles d'or. Et puis, quand on y reviendra à la séance suivante, eh bien, on va réguler tout ça. On va dire, bah, écoutez, je me suis renseignée, les feuilles d'or, ça coûte trop cher, on n'a pas assez de sous dans la coopérative, on barre. Voilà. Et là, on les rend acteurs, on soutient la motivation et cette affiche, on y revient, on la reprend à chaque fois qu'on fait une séance dans le projet. Encore un petit conseil, pas de lancement sans affichage. Systématiquement, si vous faites un lancement, vous pensez à un support d'une séance précédente, des photos d'une séance précédente, mais ça, c'est vraiment fondamental. Toujours, lancement, ça doit faire une petite lumière dans votre cerveau, support. Ah ben, je vous ai redit les étapes d'une séance, mais évidemment, je les avais remis. Alors, je vais juste déplacer parce que je ne vais pas voir sinon. Voilà. Donc ça, c'est ces fameuses séances, donc vous voyez, ces fameuses étapes d'une séance dans votre leçon. Donc comme vous aurez le diaporama, vous allez les avoir. J'ai fait ce document, souvent c'est un peu plus en lien avec la maternelle, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'élémentaire en termes de… Les étapes sont les mêmes, il n'y a pas de souci, mais il y a quelques références où on voit que j'ai mon cœur au cycle 1. Donc vous voyez, vous avez l'activité des élèves, en général, ce qu'on trouve dans les différentes étapes, et le rôle du maître. Et je reprends ce que c'est qu'un lancement explicite. Donc là, voilà, ça va vous permettre de les avoir. Vous serez au clair avec tout ça. Alors, par rapport à la motivation, hop, dans chacune de ces étapes, vous pouvez penser à comment motiver les élèves. Donc là, clairement, ce qui va motiver les élèves, c'est une situation authentique. Alors évidemment,
Quand c'est en mathématiques, on n'est pas nécessairement dans une situation authentique, mais on pourrait très bien imaginer qu'on construit un jeu après tout, hein, donc on va apprendre à jouer pour pouvoir construire un jeu, je ne sais pas. Mais si on ne trouve pas de projet, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit un projet tiré par les cheveux, eh bien, la motivation va être vraiment dans l'engagement que vous allez mettre dans la tâche et le lien, le lancement explicite que vous allez donner aux élèves. À l'étape de la situation de recherche, la situation de recherche, la tâche doit vraiment être cognitivement mobilisante. Si c'est trop simple, ça ne va pas fonctionner. Les élèves vont se démobiliser et ne seront plus motivés dans la tâche. Donc, faut vraiment, cette situation de recherche, elle est très importante. Elle doit être suffisamment complexe pour lui donner envie de travailler et de chercher, mais pas trop non plus. Durant la mise en commun, les feedbacks sont importants et le fait de favoriser les échanges. Donc là, on va être vraiment dans tout ce qui est reconnaissance de soi, de son travail, les étayages de l'enseignant, la mise en mots, surtout en maternelle, hein, où ils ont encore parfois du mal à mettre des mots sur leurs apprentissages. Pendant la phase de recherche, vous avez observé, vous avez mis des mots et vous allez les répéter durant la mise en commun. Ça va soutenir leur motivation. Ils vont voir leur réussite. Vous allez souligner leur réussite à ce moment-là pour les engager dans la tâche d'entraînement d'après. Vous voyez, hein, ensuite, c'est l'entraînement. Permettre à l'élève de faire des choix, par exemple, à partir d'étayages réguliers. Ça peut être, voilà, là, tu en es à cette étape, je me rends compte que peut-être tu pourrais en avoir des jetons supplémentaires ou des voitures supplémentaires à compter, à garer dans le garage, si c'est en mathématiques. Est-ce que tu veux pour l'instant t'entraîner encore avec 3 ou est-ce que tu veux essayer avec 4? Vous voyez, vous donnez le choix aux élèves. Faire du lien, donc là, c'est pendant la phase d'institutionnalisation, pardon, faire du lien pour donner du sens, c'est vraiment très important. C'est votre rôle, hein, de faire du lien, que ce soit entre les élèves, mais également entre les différents apprentissages, les différentes étapes qui ont eu lieu avant les séances précédentes et les séances suivantes. Et enfin, quand on parle d'évaluation, valoriser le travail effectué, évidemment, insister sur les efforts, sur ce qui a été réussi. Alors, j'entends souvent, attention, il ne faut pas confondre avec ah, bravo, bravo. Non, c'est pas bravo. On ne cherche pas à dire bravo à nos élèves. Les élèves ont besoin de savoir ce qu'ils ont réussi avec précision. Donc, à la fin, on félicite les élèves parce que tu as réussi à. Les élèves réussissent toujours quelque chose, même si c'est tout petit, ils réussissent quelque chose et c'est ce qu'il faut souligner. Et en termes de motivation, vous pourrez trouver sur Internet, si vous tapez, j'avais pas le temps ce soir, mais j'ai trouvé c'était sur le site de Franck Ramus, qui est un chercheur qui travaille beaucoup, je crois, au niveau du Conseil supérieur de l'éducation nationale. En tout cas, il a fait de nombreuses recherches dernièrement sur la lecture au CP, par exemple. J'ai vu sur son site une vidéo assez intéressante qui parle de quelle est l'évaluation qui va mobiliser davantage la motivation. Et bien évidemment, c'est l'évaluation formative qui va favoriser le plus la motivation. Oui, parce que là, je ne sais pas le cours aujourd'hui, mais il y a plusieurs sortes d'évaluation qu'on peut proposer aux élèves. Et celle qui est formative, en fait, elle est plus mobilisante et motivante parce que au moment où il y a cette évaluation, ils sont vraiment acteurs encore et ça concourt à l'apprentissage, en fait. C'est pas une fin, c'est pas une évaluation sommative qui valide ou pas une connaissance en fin de séquence, par exemple. C'est des évaluations qu'on peut faire en cours de séquence et qui vont permettre aux élèves de savoir où ils se situent dans l'apprentissage et même être en train d'apprendre encore grâce à cette évaluation. Je regarde un petit peu les messages. Est-ce qu'il y en a? Oui, oui, oui. Ce fichier, là, le fichier, il est intégré au diaporama. Quel de fichier, en fait? Je n'ai pas bien compris. Je pense que les élèves souhaitent avoir vraiment ton PowerPoint. Donc, à voir si tu es d'accord ou pas, étant donné que c'est ta propriété, bien sûr. Donc, on pourra Le en discuter. diaporama, oui, il n'y a aucun souci.
je l'envoie demain. Bah, on s'en occupera, Cassandre, mais merci, c'est gentil. Et je voulais attirer ton attention sur une question de Nachila qui remonte un petit peu, mais qui nous demandait le lancement, c'est donc le rebrassage et l'explication de ce que les élèves vont faire lors de la séance. Oui, tout à fait. Vous voyez, il y a plein de mots, hein. Dans le lancement, il y a nécessairement du rebrassage si la séance est en cours de séquence. C'est-à-dire s'il y a eu des séances précédentes, en effet, on va faire on va évoquer les séances précédentes. Je ne sais pas si c'est ce que vous appelez rebrassage. Mais il y a beaucoup de mots, on met beaucoup de mots différents selon les écoles. Moi, je dis que je fais du lien, je fais du tissage en fait. Le mot que je retiens, moi, c'est issu des travaux de Dominique Bucheton. Je fais du tissage entre les différentes séances quand je fais mon lancement, quand je propose un lancement. Il y avait une question de Lola également. Entre la synthèse et l'évaluation, on ne pourrait pas aussi faire une phase de réinvestissement? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai mis cette phase 6, mais en vrai, l'évaluation, elle peut avoir lieu selon ce qu'elle est, un peu n'importe quand dans une séquence, hein. Elle peut être en cours de séquence, ça, c'est pas un problème. Une phase de rebrassage, oui, en effet, mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on ne la met pas comme ça à la fin de la séance, parce que sinon la séance serait trop longue. Mais peut-être que, pourquoi pas, à la place de l'entraînement, par exemple, vous pourriez appeler ça rebrassage. On va imaginer que vous êtes en fin de séquence. Là, on ne s'entraîne plus parce qu'on a suffisamment travaillé. On fait un rebrassage pour réévoquer avec les élèves les différents éléments qu'ils ont appris durant leur séquence. Et ça va faire l'objet d'une de mes slides suivantes. Avec le numérique, c'est parfait. Parce que quand on utilise du numérique au CRPE et dans la vraie vie d'enseignant, eh bien, on a des points supplémentaires. Donc, je vous invite à utiliser du numérique. Oui, une étape de rebrassage voilà, à ce moment-là, à la place de l'entraînement, vous allez parler de rebrassage pour ensuite proposer l'évaluation à la place de l'institutionnalisation, bien sûr. Ou même, on peut quand même faire une forme d'institutionnalisation et lancer l'évaluation. Merci, Mélina, de repérer les questions. Je suis un petit peu loin de mon écran aujourd'hui, du coup. Voilà. Ah, voilà. Le numérique au service de la motivation, je vous en parlais tout à l'heure. Oui, vraiment le numérique, pour qu'il soit bien utilisé, il faut qu'il soit bien utilisé, qu'il arrive à point nommé. Et je trouve que c'est tout à fait pertinent d'utiliser le numérique pour soutenir la motivation, notamment dans les phases d'entraînement ou pour les phases d'évaluation formative. Vous pouvez proposer, on peut tout à fait dire dans une leçon du CRPE, qu'on va utiliser des tablettes pour proposer des quiz aux élèves, pour qu'ils s'entraînent ou faire des fiches de mémorisation active, faire des cartes mentales. Il y a des outils numériques qui le proposent. Donc voilà, là, c'est un certain nombre d'outils qu'on peut retrouver d'un point de vue numérique qui peuvent permettre de faire des quiz tout au long des séquences. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose qui va plaire aux élèves. On parlait tout à l'heure sur l'engagement dans la tâche. Et c'est à point nommé parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans le fait d'utiliser du numérique pour faire une évaluation formative, c'est que quand un élève est devant une fiche avec des questions, il répond aux questions, il coche, même si c'est un QCM, mais il n'a pas la réponse. Avec les applications, il a tout de suite la possibilité, si vous l'avez enregistré de cette manière-là, paramétré de cette manière-là, il a tout de suite la possibilité en fait de voir la réponse derrière, si c'était juste, s'il a fait une erreur, et peut-être même quelle est la bonne solution, ou peut-être même une étape supplémentaire. Donc c'est vraiment adapté parce qu'il prend connaissance tout de suite au fur et à mesure de ses réponses, de ce qu'il connaît ou de ce sur quoi il a encore du travail à fournir. Donc voilà pourquoi le numérique est assez pertinent dans la phase d'évaluation ou dans la phase d'entraînement d'ailleurs, puisque répondre à des quiz, c'est une forme d'entraînement qu'on peut trouver en cours de séquence.
Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps. Non, elle est un petit peu longue. C'est pour ça que je vous ai mis le lien, vous voyez, en bas à gauche. C'est un lien vers les 4 piliers de l'apprentissage. Il est vraiment important de connaître ces 4 piliers. Ils font vraiment partie des éléments que vous trouvez sur Eduscol. C'est ce qui soutient la motivation des élèves. Il y a 4 éléments importants. 4 piliers qui vont soutenir, pas que la motivation, je vous dis une bêtise, mais qui soutient l'apprentissage. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Vous tapez même les 4 piliers de l'apprentissage Eduscol et vous trouverez tout de suite. Hop. Votre motivation à vous préparer, alors je vous disais tout à l'heure qu'elle peut aller de la motivation, et la plus forte des motivations, eh bien, c'est la motivation intrinsèque qu'on a vraiment en soi, avec des exemples. Vous voyez, la motivation, je ne sais pas ce que je fais là. Là, aujourd'hui, dans ce cours, je ne sais pas, j'ai cliqué sur Internet. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à être là, et je suis là. Une motivation extrinsèque externe, c'est une amie qui m'a inscrit. Une motivation extrinsèque introjectée, c'est pour me prouver que je peux réussir. Une motivation extrinsèque identifiée, c'est parce que cela va mieux me préparer à réussir le CRPE. Une motivation extrinsèque intégrée, parce que cela me définit en tant que futur enseignant. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui est je me tiens au courant, je sais qu'il y a des cours, donc quand je serai un enseignant, je veux être une enseignante de ce type-là. Quelqu'un qui est sur les réseaux, qui s'inscrit à des formations, qui reste toujours à l'affût des informations. Et enfin, le Graal ultime, la motivation intrinsèque, parce que je prends du plaisir à me former. Alors, petit sondage, c'est pour le fun. Je le lance. Vous vous situez plutôt où? Ah, je vais regarder quand même sur le chat parce qu'il y a peut-être des personnes qui répondent. Alors, il y en a qui sont là vraiment pour apprendre, qui ont la motivation intrinsèque. Bravo. Vous êtes encore quelques-uns, et vraiment, il n'y a pas de jugement. C'est important, en fait, de savoir où vous vous situez pour essayer peut-être de développer davantage, d'aller plus de tendre. Alors, la motivation intrinsèque finale, peut-être que vous ne l'atteindrez pas, mais d'essayer d'aller plus vers le E, vers le D, parce que ça a davantage de gages de réussite, parce que c'est la motivation intrinsèque qui favorise la réussite dans ce qu'on entreprend. Donc voilà, je vois que vous êtes, je pense que je peux partager avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe quand je fais partager les résultats. Est-ce que vous les voyez? Oui, super. Voilà, vous êtes plus sur l'extrinsèque identifié. Donc, si je reprends ma slide, parce que cela va mieux me préparer à réussir le CRPE. Ah oui, là, vous n'êtes pas… c'est quelque chose d'assez concret. Vous voulez réussir, donc vous êtes là. Ça veut dire que… Posez-vous la question. Ça veut dire que si vous le passez dans 2 ans, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous connecter, ou même dans votre vie en général, si vous êtes sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo ou d'assister à un cours sans qu'il y ait vraiment de but à la fin, juste pour le plaisir d'apprendre. Voilà. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous êtes dans vos révisions, essayez au maximum de prendre du plaisir à ce que vous apprenez. Voilà, essayez j'entends souvent des personnes parler encore des maths, je parlais des maths, bon là on n'est plus sur les écrits, tant mieux. Mais essayez de ne pas vous répéter les petites histoires qu'on se raconte sur soi-même, ce dont on parlait tout à l'heure. Je suis nulle en, j'arriverai pas à ça. Non, ayez dans votre tête des choses positives. Ça concourt à la réussite, tout ça, je vous assure. La racine carrée, c'est pas très fun, mais je sais qu'il y a des cours. Alors, je n'ai pas vu les cours en mathématiques, mais on a des super profs qui savent partager leur amour des mathématiques. Et il y a des fois des manières très fun d'apprendre les mathématiques. Mais je fais partie de ces personnes qui n'ont pas trop aimé les mathématiques. Bon, je ne les ai pas détestées non plus, mais
Comment soutenir votre motivation? Là, je vais vous inviter à aller sur un Zoom gratuit que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube, Organiser vos révisions. Pour celles et ceux qui s'engagent maintenant, j'avais tourné 2 vidéos qui étaient assez précises si vous commencez tôt ou si vous commencez tard à réviser. Voilà, avec des plannings de révision. C'est très important d'utiliser des méthodes efficaces d'apprentissage. On a comme ça, vraiment, ça soutient la motivation parce qu'on a l'impression d'apprendre et que ça rentre. Donc, les cartes mentales, c'est plutôt intéressant. Je parlais dans cette vidéo aussi de la méthode Pomodoro que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui vraiment soutient bien la motivation parce qu'elle structure vos temps de travail. Et quand on sait qu'on va à un moment se reposer et refaire une détente sur un jeu vidéo ou n'importe quoi que vous aimez faire, eh bien, ça motive à être dans sa tâche pendant le temps où on y est et on apprend mieux du coup. Alors, ces fameuses épreuves orales, c'est tout petit, cette épreuve de motivation, mais elle est pourtant assez importante. Donc, à l'oral, vous allez avoir l'épreuve de leçon, donc ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, français, mathématiques, et puis vous allez avoir le PS et la partie sur vos connaissances sur le métier d'enseignant. Et donc, pendant cet oral-là, on va vous donner la parole. Vous allez avoir 5 minutes maximum pour présenter votre parcours. Et ce moment va quand même, il ne va pas compter des tonnes et des tonnes de points, mais pourtant, il va mettre dans l'esprit du jury les premiers éléments d'évaluation qui se fait par rapport à vous. Donc, c'est quelque chose de très important à bien préparer. Je vous invite à regarder la vidéo. Alors, ce n'est pas organiser ces révisions, là je me suis trompée, pardon, oui. Voilà, c'est le Zoom Motivation CSE, là pour le coup qui détaille bien cette épreuve. Donc, je vous invite vraiment à la regarder. Je vous invite pour cette épreuve, parce que donc vous allez vous présenter pendant 5 minutes et ensuite avoir un échange de 10 minutes avec le jury qui va vous poser des questions sur vos motivations. Donc, il faut avoir préparé tout ça. C'est-à-dire qu'on met à plat son parcours et on fait du lien avec le métier de professeur des écoles. Je vous invite à sortir le référentiel de professeur des écoles qu'on trouve sur Internet. Vous tapez référentiel du professeur des écoles. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce métier en lien avec des compétences professionnelles et essayer de faire du lien avec votre parcours personnel et professionnel. Voilà, on ne vous demande pas de faire l'étalage de votre vie professionnelle ou personnelle, mais de trouver plutôt dans les deux ce qui va nourrir votre motivation à être devant le jury ce jour-là. Voilà, c'est ça qu'on a envie de voir. C'est des enseignants, des candidats qui ont fait le point sur leur parcours et qui savent pourquoi ils sont là, et pas juste parce qu'ils ont vu la lumière. Oh, bah merci beaucoup. Notre préparation, alors chez Vocation CAP, je ne sais plus si en ce moment il y a des offres juste pour les oraux, mais on prépare avec des cours et des entraînements en atelier. Vous voyez, là, dimanche, je vais avoir plusieurs personnes avec moi pour préparer cette épreuve et on va faire un entraînement très intense. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vais laisser Mélina reprendre la parole. Et vous parlez justement de la manière dont on prépare aux oraux. Mais j'attends de voir s'il y a des questions pour toi, Cassandre, peut-être spécifiquement. Peut-être que tu peux, le temps que les questions se tapent, je peux peut-être faire des petites slides. Oui. Ah oui, la dernière slide est importante. Je te laisse la faire, celle-là. Croyez en vous, c'est un très beau projet. Et j'ai mis sous l'escalier Vocation CRPE parce que c'est vrai que c'est vraiment notre envie, c'est de vous soutenir, voilà, de vous soutenir. On a des élèves qui témoignent du fait qu'on est en général très, très proche de nos promos. Oui, alors je crois qu'on n'a pas beaucoup d'élèves qui passent en 2024 cette année, donc je ne vais pas m'étendre, à part peut-être Nashila, effectivement, sur la préparation 2024, mais sachez qu'on propose vraiment des préparations complètes. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je vous remettrai un petit lien vers mon planning si vous souhaitez prendre un petit rendez-vous téléphonique à un moment qui vous arrange pour qu'on puisse discuter de votre projet. Et je vais surtout me concentrer ce soir sur la préparation aux oraux parce qu'on ne le dira jamais assez. Maintenant, il est temps, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et voilà, en fonction de la manière dont vous êtes accompagné ou pas, c'est vrai que ça peut être intéressant à partir du moment où vous êtes admissible, mais aussi sans attendre l'admissibilité de vous lancer dans une préparation aux oraux.
Vous aurez la chance d'être accompagné par Cassandre. Vous avez pu voir un petit aperçu de la manière dont on fonctionne ce soir. Et sur la préparation aux oraux, on vous propose vraiment des cours qui couvrent l'intégralité du programme, donc dans toutes les matières orales. Et après, c'est vrai que là où on a la petite spécificité de vocation CRPE, c'est qu'à partir du moment où vous êtes élève chez nous, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez le concours. Donc, Cassandre et toute l'équipe ne vous lâcheront pas tant que vous ne serez pas fin prêt et fin prête pour aller affronter les épreuves orales. Donc, ça se fera via les cours et également via des oraux blancs que Cassandre mentionnait un petit peu plus tôt, où vous êtes face à des personnes qui sont membres du jury du concours et qui vous cuisinent toujours en bienveillance pour vous préparer au mieux à ces épreuves très importantes qui vous attendent. Cette préparation est au tarif de 990 €. Donc, pour les cours en replay, des cours qui ont déjà eu lieu plus tôt dans l'année, les cours en direct qui ont encore lieu, les sessions de préparation aux oraux où vous avez un débrief individuel, mais vous avez aussi la chance de passer en petit groupe. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos spécificités aussi. Vous avez la chance de voir vos camarades passer sur des sujets que vous avez vous-même préparés, ce qui a l'avantage de vous permettre de réaliser plus de sujets, mais aussi de vous mettre dans la tête d'un jury de concours pour intérioriser les critères et pouvoir du coup les avoir bien en tête le jour J. Oui, puis chacun fait un débrief sur les uns et les autres. Et bien évidemment, même si vous ne passez pas, vous n'allez pas passer devant l'examinateur, enfin devant nous, les profs, sur les 3 ou 4 sujets, mais vous pourrez poser des questions par rapport à ce que vous avez fait vous-même dans votre préparation, hein. Oui, donc ça vous permet vraiment de faire beaucoup d'entraînement et c'est vrai que c'est utile pour réussir le concours et aussi pour faire baisser la pression, de sentir que vous êtes accompagné par des personnes qui sont vraiment experts du sujet, en sachant que, on l'a vu ce soir, il y a beaucoup d'entre vous qui attendent encore le résultat. Donc bien sûr, on croise vraiment les doigts pour vous, on espère que ça va bien se passer, mais sachez que si vous souhaitez vous lancer dans la préparation aux oraux, qui a un certain coût, un coût de 990 € qui se justifie par le fait qu'on vous propose vraiment une préparation d'excellence. Mais on peut très bien comprendre qu'à ce stade, sans savoir comment ça va se passer, vous n'ayez pas envie d'investir. Sachez que vous pourrez déduire ces 990 € d'une préparation complète au CRPE 2024 si jamais ça ne passait malheureusement pas pour vous cette année. Donc, on vous propose ça pour vous permettre de commencer à préparer dès maintenant, pour ne pas perdre de temps, en fait, en attendant vos résultats d'admissibilité. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient à Reims où les résultats sont le 10 mai. C'est vrai que c'est dans un petit mois, mais c'est très long. Et il est vraiment important de ne pas vous démobiliser pendant cette période, que ce soit avec nous, que ce soit de vous-même d'ailleurs. Le live pour la motivation ce soir avait un peu l'objectif de vous faire passer ce message-là. Donc, pour celles et ceux qui attendent encore les résultats, vraiment ne lâchez rien, remobilisez-vous. Et voilà, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, on vous accueille avec plaisir. Ne perdez pas de temps parce que là, bien sûr, pour le coup, on est au jour près. Et pour celles et ceux d'entre vous qui passeraient le concours en 2024, vous avez un peu plus de temps. N'hésitez pas à nous contacter également. Vous avez nos coordonnées en bas de cette slide. Et voilà, donc comme ça, vous avez toutes les informations. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Et merci beaucoup pour vos retours dans le chat. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir que les lives vous plaisent. On a parlé de Pôle emploi à un moment, je ne sais pas si… Alors, Pôle emploi, Pôle emploi, Est-ce que quelqu'un disait que j'avais vu que ça n'était pas pris par Pôle emploi? Je pense que Pôle emploi ne participe pas. Ouais. C'est une question de Sandrina. Alors, ça dépend des pôles emploi. Et à l'intérieur des pôles emploi, ça dépend également des conseillers et des conseillères. Donc, ça dépend malheureusement au cas par cas, Sandrina. N'hésitez pas à contacter la personne qui s'occupe de vous pour savoir ce qu'elle en pense. En sachant que si jamais Pôle emploi ne participe pas, on a en interne un programme qui s'appelle le programme Égalité des chances, qui a vraiment pour vocation de vous proposer une réduction en fonction de votre situation financière pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de payer l'intégralité d'une préparation. Et encore une fois, s'entend au regard du tarif de la préparation, on en est bien conscient. On vous propose une préparation d'excellence avec notamment des professeurs d'excellence, donc ça se ressent sur le coût. Mais voilà, pour les personnes qui ne pourraient pas financer l'intégralité, sachez qu'il y a vraiment des solutions qui sont possibles. Et n'hésitez pas du coup à nous contacter pour qu'on puisse faire le point sur votre situation. Ah, vous travaillez au Pôle emploi, Sandrina, super.
apparemment. C'était informatif. Alors, c'est vrai qu'on a certains financements Pôle emploi qui tombent quand même. Je vous avoue qu'effectivement, c'est rare. Mais voilà, donc, vous connaissez sûrement mieux que nous, du coup, parce qu'effectivement, c'est de l'intérieur et nous, c'est toujours par égo qu'on a des informations. Comme conseillère une conseillère en plus chez Vocation. Oui, est-ce qu'on en a une, en fait, effectivement. On a déjà quelqu'un qui est conseiller Pôle emploi cette année, mais je crois qu'elle n'est pas là ce soir. Oui, c'est ça, effectivement, et ça dépend des zones géographiques et de beaucoup de choses. Voilà. Peut-être que je vais vous remettre, si vous me laissez une petite minute, mon lien pour que vous puissiez prendre des rendez-vous téléphoniques directement avec moi au moment où ça vous arrange. Le voici. Euh, Vous êtes nombreux à vouloir vous reconvertir et à partir de Pôle emploi, Sandrina, peut-être, je ne sais pas si c'est ça ce que vous voulez dire, mais oui, effectivement, voilà, Pôle emploi, ça dépend des situations. Donc, c'est vrai que le conseil que je donne, c'est quand même d'aller demander au conseiller ou à la conseillère. Donc, dites-moi, Sandrina, si c'est une bonne démarche, n'hésitez pas si c'est pas adapté. Mais voilà. Donc, est-ce que vous avez peut-être des questions encore pour ce soir? En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir participé ce soir, avoir répondu à mon sondage, à mes 2 sondages. C'était une nouvelle expérience ce soir. Et j'espère que ce cours vous a plu. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour celles et ceux qui continuent sur les oraux. Là, dernière ligne droite, croyez en vous. Et puis, pour celles et ceux qui s'engagent l'année prochaine, j'espère vous voir dans nos cours de chez Vocation, puisqu'on fait des cours en direct, en live. Donc, ça nous permet de faire un peu plus connaissance. Merci beaucoup, Cassandre. Et effectivement, bon courage à toutes et à tous. Ne lâchez rien, vous allez y arriver. Donc, bon courage. On vous laisse sur ces belles paroles. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.